C'est l'heure du journal de l'Afrique. Bonsoir à tous. À la une ce soir, la première interview télévisée de Riek Machar, le rebelle sud-soudanais en fuite. La seule solution pacifique, dit-il, c'est le départ du président Salva Kiir, vous l'entendrez. L'inquiétude face à la fièvre Ebola, le virus se propage, le Maroc renforce son dispositif sanitaire, l'Arabie Saoudite prend des mesures inédites. Dans ce journal, l'interview du président guinéen Alpha Condé. Et puis nous serons en direct de Tunis au lendemain de la condamnation de 2 policiers pour viol, verdict 7 ans de prison. D'abord donc, le virus Ebola qui ne cesse d'inquiéter l'Afrique de l'Ouest, mais pas seulement. On apprend que l'Arabie Saoudite refusera tout pèlerin en provenance de Guinée et du Libéria, 2 pays touchés par ce virus. Médecins sans frontières évoque une épidémie sans précédent. Elle a tué cette épidémie près de 80 personnes en Guinée depuis le début de l'année. Le président guinéen, lui, est moins alarmiste. Écoutez Alpha Condé en visite à Bruxelles au micro de Kataline Nandaboro et Mev McMahon. Le gouvernement a pris toutes les mesures avec l'accompagnement des partenaires. Pour le moment, la situation s'est stabilisée en forêt, il n'y a pas eu de nouveaux cas. Et ensuite, à Conakry, c'est quelqu'un qui est venu d'Abola. Et là aussi, les personnes qui l'ont autour de lui ont été isolées. Donc, surtout, il s'agit de... L'OMS a expliqué qu'il n'y a aucun risque de contamination par les voies terrestres ou autres. Donc, on ne comprend pas pourquoi le Sénégal a fermé ses voies. Pour le moment, surtout, nous demandons à la population qu'il n'y ait pas de panique, mais surtout qu'ils écoutent les recommandations des médecins. C'est-à-dire, nous avons demandé qu'on ne mange plus de viande de brousse. Et on a demandé au préfet et à toutes les autorités. Ensuite, le gouvernement, avec les partenaires, prend toutes les mesures. Hier, il y a une équipe de 20 personnes qui sont venues d'Atlanta, des États-Unis. Donc, je pense que très, très rapidement, nous allons pouvoir maîtriser. L'essentiel, c'est qu'il n'y a plus de cas Pour le moment, il n'y a pas de nouveaux cas, ni en forêt, ni à Conakry. Voilà, Alpha Condé qui estime qu'il est urgent par ailleurs que le Conseil de sécurité de l'ONU vote l'envoi de casques bleus en Centrafrique. La présidente Samba Panza était justement à Paris. Elle a été reçue dans l'après-midi par François Hollande pendant la passation de pouvoir à Matignon. Le président français qui a donné quelques détails quant à l'envoi de forces européennes à Bangui. Écoutez-le. L'opération européenne, elle est maintenant constituée. Demain, ce sera officiel. Les contingents seront précisés, les missions également. Je rappelle que c'est essentiellement sur le transport, sur le sanitaire, sur la logistique que cette opération européenne est engagée. Voilà, le contingent devrait comprendre jusqu'à 1000 soldats, c'est ce qu'annonce le Conseil européen. Une fois de plus, le dialogue est suspendu entre les autorités sud-soudanaises et les rebelles. Les 2 camps s'affrontent depuis plus de 4 mois, malgré un cessez-le-feu signé en janvier. Nous avons pu interviewer le chef de la rébellion, Riek Machar. Il est en fuite. Il demande le départ du président Salva Kiir. William Davison, JC Fortune avec Nicolas Germain. Les hommes de Riek Machar se préparent de nouveau à combattre les forces gouvernementales. Dans sa première interview télévisée depuis le début du conflit, le chef rebelle affirme à France 24 que le président Salva Kiir doit partir. Il a tué ses propres concitoyens. Il a divisé le peuple en différentes tribus et il a ciblé une tribu en particulier. Il doit regarder la réalité en face et voir que pour obtenir une solution pacifique, il doit quitter le pouvoir. Riek Machar dit aussi qu'il veut reprendre la ville de Malakal et il met en garde le bloc régional Ligad qui envisagerait d'envoyer des troupes sur les gisements de pétrole. Ils n'ont pas le droit de se déployer autour des champs pétrolifères. Ils sont à nous. Nous nous sommes battus pour être indépendants. S'ils veulent nous coloniser, nous nous battrons contre eux. Les combats ont éclaté en décembre. Salva Kiir accuse alors Riek Machar d'avoir voulu le renverser. Depuis, les violences ont fait plusieurs milliers de morts. Un cessez-le-feu signé en janvier ne tient pas longtemps. En tout, 1 million de personnes ont dû fuir leur maison et se réfugier dans des camps de déplacés ou à l'étranger. Les affrontements opposent le plus souvent les Dinka de l'ethnie de Salva Kiir aux Nuer, celle de Riek Machar. 2 décennies avant l'indépendance du pays en 2011, ces 2 groupes s'étaient déjà affrontés pour le contrôle des ressources de la région.
L'actualité au Kenya, un important chef islamiste a été tué ce mardi par balle à Mombasa. Abubakar Sharif était accusé par les États-Unis de soutenir la rébellion Shebab. Il a été transporté ce soir dans l'un des commissariats de la ville. Autre information, toujours concernant le Kenya, la police a arrêté 650 personnes en 24 heures. Lundi soir, le pays a été frappé par un triple attentat. Les attaques ont eu lieu dans le grand quartier somalien. 6 personnes ont été tuées. Les précisions de l'AITV. Devant l'hôpital Kenyatta, le balai des ambulances. 6 morts, 25 blessés. C'est le bilan des 3 attentats qui ont frappé lundi soir Isleg, le quartier somalien de Nairobi, appelé aussi le petit Mogadiscio. La plupart des blessés qu'on a admis sont stables, sauf 1 ou 2 qui sont plus gravement touchés. 3 attaques quasi simultanées. Elles ont eu lieu en début de soirée, à l'heure où les habitants du quartier rentraient chez eux. La cible, une clinique et 2 restaurants. Grenades, engins artisanal, la police tente toujours de déterminer quel type d'explosif a été utilisé. On pense que ceux qui ont fait ça sont allés à l'intérieur avec des grenades ou alors, vu l'ampleur de l'attaque, une bombe artisanale. C'est ce que nous soupçonnons. 200 personnes ont été arrêtées, mais pour l'heure, aucune revendication. Par le passé, le petit Mogadiscio a déjà été la cible d'attaques systématiquement attribuées par la police aux islamistes extrémistes. C'est une affaire très suivie en Tunisie. La justice a rendu lundi soir son verdict dans le procès de Meriem, cette jeune fille qui affirme avoir été violée par 2 policiers. Ces derniers ont été condamnés à 7 ans de prison. On rejoint à Tunis Camille Lafrance. Bonjour Camille. Beaucoup s'attendaient à un verdict plus lourd. Oui, la partie civile dénonce une injustice, un jugement clément. 7 ans, en fait, c'est peu, puisque les 2 policiers accusés de viol risquaient la perpétuité. Meriem, elle, espérait une peine très sévère, la peine de mort, mais pas ses avocats, pour la plupart défenseurs des droits de l'homme, qui espéraient un minimum de 10 à 20 ans d'emprisonnement pour les 2 hommes. Un jugement trop clément aussi, estiment toujours les avocats de Meriem, pour un viol collectif, organisé, ce qui risque d'encourager un sentiment d'impunité, selon eux. Alors, ils dénoncent aussi le déroulement du procès. Ces avocats donc, de la jeune femme n'ont pas pu poser de questions aux accusés et plaider donc sur le fond. Ils sont choqués aussi par la ligne de défense de ces policiers, avec des considérations morales sur les mœurs, la vie intime de Meriem avant le viol, et les mensonges, c'est ainsi qu'ils les appellent, je cite, les mensonges des policiers. L'un nie tout rapport, l'autre assure que la jeune femme était consentante et qu'elle aurait provoqué ce rapport sexuel. Alors on essaie de la discréditer, c'est ainsi que ces avocats résument la situation. Une peine plus lourde aussi était attendue par les avocats de Meriem concernant le 3e policier, celui qui rackettait et éloignait le compagnon de la jeune femme durant le viol, pour complicité de viol, c'est ainsi qu'ils voulaient le traduire, mais en fait il a juste été condamné pour extorsion de fonds. Il faut rappeler aussi que les accusés, elle, demandait un non-lieu. Merci beaucoup Camille Lafrance, en direct de Tunis. L'Afrique du Sud en pleine campagne électorale. Les élections générales sont prévues le 7 mai prochain. Il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. L'ANC, le parti au pouvoir, est donné vainqueur. Mais le scrutin s'annonce plus serré que les précédents, notamment à cause du président Zuma, empêtré dans une affaire d'abus de fonds publics. Il est accusé d'avoir détourné 16 millions d'euros pour améliorer sa résidence. Le logement, justement, c'est l'un des thèmes centraux de la campagne. À l'approche des élections, le gouvernement a multiplié les largesses. Il a offert des milliers de maisons, un cadeau électoral qui cache d'énormes besoins, comme l'a constaté Caroline Dumay au Cap. La campagne électorale bat son plein en Afrique du Sud. La ministre du Logement en profite pour distribuer les dernières maisons construites par le gouvernement. Dans ce complexe de la banlieue du Cap, 1200 logements ont été alloués gratuitement aux habitants des bidonvilles des alentours. En 20 ans de gouvernement, nous avons construit le plus grand nombre de maisons. Et de loin, aucun pays ne nous a égalés. 3 millions de maisons ont été construites en 20 ans, mais ça n'est toujours pas suffisant.
Cette grand-mère nous explique qu'elle a aussi un logement, mais qu'elle y vit avec 9 autres membres de sa famille. 4 adultes, 6 enfants dans un 2 pièces. Sa fille attend un logement depuis plus de 11 ans. Je n'ai plus d'espoir, je suis triste. Ça fait tellement longtemps que j'attends et je n'ai toujours rien. On lui dit que le complexe est terminé. Certains, pourtant, continuent à postuler. Les besoins sont énormes. Avec l'exode rural, la population augmente ici de 30% tous les ans. Gareth fait partie de ces nouveaux venus. Il n'a ni logement ni emploi. Il y a tellement de gens sur liste d'attente. Et le ministre revient et nous dit que le projet est terminé. C'est hilarant, non? Et il nous montre qu'il y a quelques semaines, c'était la colère qui l'emportait. On manifestait aussi dans ce quartier, comme dans le reste du pays. Manque de logement, d'eau ou d'électricité, il ne se passe pas une semaine en Afrique du Sud sans qu'un quartier ne soit en flammes. Bien sûr que ça va continuer, tant que tout ne sera pas réglé. Le gouvernement devrait regarder la réalité, nous aider à trouver des solutions. Au lieu de donner des maisons aux gens, donnez-leur un emploi. Si le rythme de construction ne s'accélère pas, il faudra plus de 50 ans au gouvernement sud-africain pour reloger tous ses concitoyens. Merci de votre attention. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aude Le Christ pour le journal de 22h.